troisième intervenant. Voilà, merci à vous. Bon, ça va être très rapide. Donc, cette conférence est placée ou parrainée par le Cercle Marketing Direct, dont je suis président, et il y a un autre président, puisque nous sommes deux, Florent, qui est parti, je crois. Donc, on vous a distribué quelques prospectus, publicités, pour un concours que nous organisons. Donc, c'est rien à voir avec l'intervention de Laurence. Et donc, justement, pour parler de l'intervention de Laurence, je connais Laurence depuis des années. On s'est rencontrés pour la première fois dans un avion pour aller à New York et assister à la DMA. C'était au 19e siècle? Non, au 20e quand même. Ça fait très très longtemps. Et depuis, le virus américain est rentré dans nos veines et dans celles de Laurence en particulier. Et cette année, donc Laurence est allée au mois d'août, donc ça c'est quand même très méritoire, assister à deux séminaires énormes. L'un qui est à Chicago, qui s'appelle Internet Retailer, et l'autre à Philadelphie, la patrie des Amish, où le thème était le e-tail. Et donc, ces séminaires, ces congrès plutôt, sont, Laurence me disait, 2, 3, 4 fois plus grands, 10 fois plus grands que celui-là. Et surtout, Laurence a ramené de ce séminaire un certain nombre de visuels, de choses à faire. Et donc, en écoutant Laurence, vous allez gagner 3, 4, 5 ans, peut-être, par rapport à vos concurrents. Donc, écoutez-la attentivement. Et peut-être, avant de lui donner la parole, je voudrais quand même insister sur un point, c'est qu'il y a quelques années, quand Internet a commencé à grossir, un peu comme avant la bulle, ou la bulle de savon, on s'est dit, le commerce traditionnel est foutu. Et les commerçants se sont dit, oh là là, mais demain, on ne va acheter que sur Internet. Et ces craintes ont été encore plus fortes quand on s'est rendu compte que les gens faisaient du showrooming. Bon, ça, c'est la maladie, c'est le buzzword à l'heure actuelle, c'est-à-dire aller en magasin pour ensuite commander sur Internet. Mais finalement, il y a les commerçants qui ne sont pas plus bêtes que d'autres se sont rendus compte que l'Internet pouvait aussi être utilisé à leur profit. Et c'est l'objet de ces salons et c'est l'objet donc des diapositives, des slides que Laurence va vous montrer. C'est qu'il y a des techniques issues d'Internet ou issues du marketing pur et dur qui peuvent sauver, entre guillemets, le commerce et qui a encore de beaux jours, je pense, devant lui. Donc voilà, Laurence, à toi. Alors, il y aura, excusez-moi, à la fin de l'intervention de Laurence, l'intervention de Joe Rice, qui lève la main, voilà, qui est là, qui va nous parler en anglais. In English. Yes. You speak in English. Bon, donc, tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, préparez-vous, vous avez 3 quarts d'heure pour vous y mettre. Et donc, sur un cas tout à fait étonnant d'une marque anglaise et mondiale qui innove depuis des années dans le marketing direct, dans le data processing, dans les bases de données, c'est Tesco. Donc maintenant, à toi, Laurence. Merci, Henri. Alors, malgré toute la considération que je porte aux organisateurs de ce salon, je voudrais prendre un pari avec vous aujourd'hui, c'est de se dire que d'ici 6 mois, on ne parlera plus de e-commerce, mais tout simplement de commerce. Et le commerce est partout, comme le disait Henri. Ça commence déjà à l'ouverture d'une boutique. Là, par exemple, c'est une marque, une nouvelle enseigne américaine, Say Wonder. On voit que la boutique n'est même pas encore ouverte puisque c'est sur la palissade. Il y a l'adresse email de l'enseigne. Il y a toutes ces adresses de ces plateformes digitales, Facebook, Twitter, etc., bien avant même l'ouverture de la boutique. Et en fait, le client ne fait pas de différence actuellement entre votre site web, entre le mobile, les tablettes. Pour lui, vous n'êtes qu'une seule marque. Et il y a un excellent exemple aussi, c'est Walgreens. Alors Walgreens, vous devez connaître, c'est un des énormes drugstores américains qui notamment vend des médicaments. Ils ont donc 8000 magasins. Et en fait, pour le client de Walgreens, bon, il faut savoir qu'aux États-Unis, chaque citoyen est à peu près à quelques miles ou
5 minutes d'un Walgreens. Et pour lui, il ne fait pas de différence. Pour les clients, c'est simplement Walgreens, que ce soit la boutique, donc le mobile, la tablette. Et on va voir un exemple un petit peu plus tard. Un autre exemple très, très frappant, c'est Walmart. Bon, rien de très surprenant sur cette slide. Walmart fait de la promotion pour des steaks en ligne. Pourquoi pas? Il utilise sa page d'accueil. Sauf que, en fait, Walmart ne vend pas de steak online. Ils ont testé, bien entendu, ils ont trouvé que c'était évidemment une vitrine extraordinaire pour faire la promotion de leur steak, mais qu'ils ne vendent qu'en magasin. Effectivement, on s'aperçoit vraiment qu'il y a une synergie énorme entre tout ce qui est digital et les magasins. Et il y a un chiffre très intéressant de Forrester qui montre qu'en 2014, donc c'est vraiment demain, un achat sur 2 en retail sera fait online ou influencé par le online. Donc vous voyez sur ce schéma, on voit qu'en 2014, ce que prédit Forrester, c'est des ventes online 8%, les ventes offline, donc faites en magasin, mais influencées par le web ou les réseaux sociaux, ça représentera 41%, et les ventes magasins, non influencées par le online, 51%. Alors, ce que je vous propose dans cette conférence, c'est vraiment de vous donner des exemples très, très opérationnels, des best practices de marques plus ou moins connues en France, certaines qui émergent aux États-Unis, mais qui sont assez remarquables dans cette synergie entre le digital et les magasins. Alors, on va également passer en revue des comportements, solliciter des preuves sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous donner l'exemple de Warby Parker, peut-être connaissez-vous. C'est une société qui a été créée en 2010, qui a déjà 250 salariés et qui est sur le marché de la lunette en ligne. Donc c'est tout à fait d'actualité en France. Mais eux, c'est un succès phénoménal. Leur concept, c'est très simple. Une paire de lunettes de style, des jolies paires de lunettes, un seul prix, 95$, l'essai gratuit chez vous pendant 5 jours, 5 paires de lunettes à l'essai, la livraison gratuite, les retours gratuits. Vous pouvez très bien retourner au bout des 5 jours vos 5 paires de lunettes, ils ne vous demandent rien. Et en plus, cette société qui est très responsable fait une donation à une association. Donc pour chaque paire achetée, ils donnent une paire à une association. Au-delà de cela, ce qui est très, bon, c'est très digital, effectivement. Pour là, c'est un exemple dans le magasin. Mais on peut, par exemple, on est dans le magasin, essayer des lunettes. Il y a une cabine photo et on peut donc être pris en photo avec chaque paire de lunettes et l'envoyer à son conjoint à la maison par email ou à ses amis. Donc le partager avant même d'acheter la paire de lunettes. Également, quelque chose qui est vraiment assez remarquable, c'est que chaque vendeur, à la fin de la journée, envoie une petite vidéo avec Twitter à son client, au client de sa journée, pour en fait une petite vidéo de courtoisie pour lui demander si ils ont été satisfaits de leur achat du jour. Ça, c'est également donc vraiment une marque très très poussée sur les réseaux sociaux. Là, on voit que sur Instagram, un tiers des questions et commentaires des clients, donc le service client, se fait sur Facebook, Twitter ou Instagram. Il y a une augmentation de 30% du trafic de ces questions posées au service client. Et pour donner un petit peu la dimension et l'importance qu'accorde cette marque au service client sur les réseaux sociaux, il y a 5 salariés dédiés dans le service client aux médias sociaux. Également, cette marque, Warby Parker,
tente au maximum de faire partager l'expérience du client, que ce soit avant l'achat ou après l'achat. Et donc, le client, une fois qu'il a fait son achat, il a plus de 10 opportunités de créer, de partager du contenu après son achat en envoyant des photos avec ses lunettes à son entourage ou sur sa page Facebook ou sur son compte Instagram. Également, tout ça, c'est également beaucoup à base de content, de brand content. Donc, faire parler de la marque, mais pas forcément lié à des sujets autour des lunettes. Mais par exemple, tout simplement, ils annoncent que tel week-end, ils vont aller dans telle ville américaine. Et quelquefois, dans une ville, d'ailleurs, où ils n'ont pas de boutique, parce qu'en fait, il y a une vingtaine de boutiques actuellement. Donc, c'est très limité par rapport au territoire américain. Mais ils annoncent donc qu'ils vont être, là, par exemple, ce week-end-là, à Seattle, et ils organisent des visites de lieux emblématiques qui correspondent au lifestyle de leurs clients. Ils rencontrent aussi des blogueurs influents de la ville, etc. Donc, c'est vraiment tout un brand content qui est créé autour de la marque pour, évidemment, pour faire parler de Warby Parker. Alors, je vais prendre un autre exemple. Le commerce social, c'est vraiment aussi une grande tendance aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on crée vraiment la synergie entre boutiques et réseaux sociaux et le site web. Alors là, c'est une autre marque, une autre enseigne qui est en train de faire une percée fulgurante, qui s'appelle le Say Wonder. Donc c'est sur le marché de la mode, déco, beauté, sur le segment luxe accessible. Ça a été créé en 2011. Ils ont déjà 11 boutiques et s'attendent à en ouvrir d'ici la fin de l'année 29. Donc, vous voyez un petit peu l'atmosphère très, très ludique, très entertainment. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils conçoivent le digital comme une manière d'aider le personnel dans les boutiques. Là, c'est leur site web. Donc, vraiment, le digital vient en support des boutiques. Par exemple, il y a donc en haut à gauche une publicité Google's Ad sur une boutique spéciale avec l'adresse, c'est la boutique d'Atlanta, où déjà dans la publicité Google Ads, on peut tout de suite s'inscrire à la newsletter et on a toutes les informations pour connaître l'adresse de la boutique, etc. Également, bon, au milieu, là, You Invited, c'est un e-flyer envoyé à la fois à des clients et à des prospects pour inviter. Alors là, c'est pas le soir, c'est pas une partie, c'est une breakfast party, c'est-à-dire que c'est de 6h30 à 10h30 de mémoire, et ils invitent prospects et clients à cet événement privé petit déjeuner. Également, ils n'oublient pas de poster sur Facebook, sur Instagram, tous les celebrities, les people qui viennent dans la boutique. Et c'est vrai que cette marque a beaucoup de buzz actuellement. Donc, évidemment, c'est tout cet aspect visuel, image, que l'on connaît bien et qui prend une ampleur énorme sur les réseaux sociaux. Également, imaginons, ça c'est un exemple assez classique, un client vient en magasin, ne trouve pas l'article parce que l'article est en rupture de stock, eh bien, on lui remet un petit flyer, là c'est un petit flyer papier, et qui lui offre la livraison gratuite sur le site web dès sa prochaine commande. Donc c'est vraiment la synergie, il n'y a pas de silo, il n'y a pas de concurrence entre les magasins et le site web, c'est vraiment main dans la main. Également, une très grosse tendance, c'est le discovery shopping. Donc ça, c'est notamment avec l'essor de Pinterest. Mais qu'est-ce que c'est le discovery shopping? En fait, c'est la convergence entre la mass customisation, le sur-mesure de masse, et on va voir des exemples après. Également entre le social commerce
et les community et l'engagement. Alors, cette mass customization, sur mesure de masse, on va voir que ça s'applique à la fois sur le web to store ou le store to web. Alors, je prends, si vous voulez bien, l'exemple de J.Crew que vous devez bien connaître aussi et qui fait une percée en France, mais sans les boutiques, mais pas encore implantées. Ils n'ont pas encore de boutiques implantées, mais par contre sur le site web. Et là, donc là, c'est la boutique. Ils proposent sur leur site web ce qu'on appelle les consultations de personal styliste, personal shopper. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelque chose que l'on connaît pour les Parisiens, par exemple, au Bon Marché. Quelque chose d'ailleurs que le Bon Marché, un service que le Bon Marché fait payer. Ici, là, une marque J.Crew qui n'est pas une marque de luxe, c'est une marque assez haut de gamme, mais tout à fait accessible, propose ce service gratuitement, personnalisé, c'est-à-dire que quel que soit le canal avec lequel on souhaite agir, que ce soit par téléphone, email ou sur rendez-vous en boutique, ça peut d'ailleurs être des rendez-vous très tôt le matin avant l'ouverture de la boutique ou tard le soir après la fermeture, eh bien, on peut donc être conseillé par un personal styliste. La livraison est gratuite. J.Crew propose le prêt de vêtements pendant quelques jours avec essai gratuit, un peu comme l'exemple qu'on a vu Warby Parker. Si ça ne vous plaît pas, vous les renvoyez ou vous les redéposez s'il y a un magasin à côté de chez vous, tout ça gratuitement. Et bien entendu, tout ça, évidemment, J.Crew se crée une base de données avec toutes les datas possibles et mémorise des données, taille, préférence de couleur, etc. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que en fait, c'est quelque chose qui est très fortement mis en valeur sur leur site. Si vous visitez leur site, c'est vraiment, il y a de nombreuses pages et c'est très très fortement mis en valeur sur la page d'accueil. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des services en fait qu'on connaissait dans les magasins et J.Crew l'adapte au site web. Alors, une autre marque également qui est tout à fait un petit peu dans le même style, c'est Bobbi Brown, une marque de cosmétiques, qui là aussi pousse à fond. Alors, à la fois le brand content, c'est-à-dire que vous avez sur ce secteur donc des tutoriels de maquillage, des vidéos, énormément d'aide pour découvrir les produits, ou ensuite, une fois qu'on a acheté le produit, pour savoir comment les utiliser. Mais également, il y a cette notion de personal make-up artist, où l'on peut avoir tout de suite en live chat un make-up artist qui vous aide ou qui vous donne des conseils. Mais également, on peut uploader sa photo et être tout de suite en relation avec un make-up artist qui va vous donner aussi des conseils. Ou alors, si l'un de ces deux canaux ne vous convient pas, vous pouvez envoyer par email poser une question. Voilà, c'est vraiment du conseil ultra personnalisé, mais en masse, puisque c'est évidemment accessible à tout le monde et gratuitement. Alors, je parlais effectivement Discovery Shopping, cette manière de découvrir les produits pour le consommateur à travers l'image. Alors, bien entendu, c'est notamment Pinterest et Instagram qui développent ce type de comportement. Et là, il y a une chose très intéressante, à nouveau par J.Crew. Bon, J.Crew, à l'origine, c'était un cataloguiste. Et Henri et moi-même étions fans de ces catalogues, en les rapportant toujours des États-Unis. Ils sont magnifiques. Ils existent toujours, mais bien entendu... On ne pouvait pas commander à l'époque, surtout. Oui. Et depuis quand peut-on commander en France 6 mois, à peu près. Ça va être une razzia. Oui. Et c'est vraiment des catalogues magnifiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, effectivement, ils ont
diminué leur nombre d'impressions de catalogues. C'est envoyé à moins de clients ou de prospects. Mais une des manières qu'ils ont trouvées intéressantes de prospecter aussi d'autres cibles, c'est donc de mettre leur catalogue sur Pinterest. Et voilà comment ils ont fait donc à fin août. Fin août, ils ont ils ont créé ce board Pinterest avec les images de chaque article. Et avant le lancement réel du catalogue de la saison automne-hiver 2013, vous aviez ce board sur Pinterest, et là c'est illisible, mais on vous disait, bon, les articles ne sont pas encore en magasin, ne sont pas encore commandables sur le site web, mais en avant-première, si un article vous tente, vous pouvez emailer à telle personne. Il y avait le prénom de la personne @jcrew.com, où on donnait même le numéro de téléphone, sans doute de ceux conseillés chez J.Crew. Donc c'était vraiment une manière de teasing, et on sait, Dieu sait, actuellement il y a vraiment un effet aussi de mode, tous les défilés maintenant proposent aux clientes d'acheter en avant-première, avant même, au même moment où les collections sont montrées dans les Fashion Week. Donc il y a vraiment cette notion d'avant-première, d'avoir l'article avant tout le monde. Et donc, si on en revient à cet exemple, Pinterest. Ensuite, le jour J, c'était la dernière semaine d'août, c'était la sortie du catalogue, les sorties des articles en magasin, et ils ont changé leur board de Pinterest, et de manière à permettre, quand on clique sur un article ou une des photos, on arrive tout de suite sur la page sur le site web, la page correspondante à l'article sur le site web de J.Crew. Donc c'est vraiment, on va voir très certainement, je pense Henri, on va sûrement voir ça de plus en plus arriver, et Pinterest être un canal de e-commerce pour des produits qui s'y adaptent. Alors également aussi, toujours cet exemple Pinterest avec J.Crew, c'est la possibilité de partager. C'est-à-dire que là, on voit donc que c'est l'une des images, et vous pouvez partager l'image sur Facebook, sur votre compte Twitter, ou l'envoyer par email. Et vous avez aussi la possibilité d'appeler donc un personal shopper par téléphone ou par email pour un conseil ou pour commander en direct. Également, un autre exemple intéressant de synergie retail, boutique et site web, c'est le Crate & Barrel. On a sans doute tous vécu ça, cadeau de mariage, c'est très bien, une liste de mariage sur le web, c'est très efficace, très rapide, etc. Mais on aimerait voir un petit peu mieux la petite cuillère ou le pot à lait, savoir exactement ce que ça représente. Donc, il est possible d'aller dans une boutique Crate & Barrel, c'est un peu le habitat américain en quelque sorte, et donc vous allez voir le produit, et Crate & Barrel très, très intelligemment, mais il y a un grand écran où vous avez accès au service de liste de mariage. Donc, vous pouvez tout de suite commander, vous êtes dans la boutique, mais avec ce clavier interactif, vous commandez tout de suite le cadeau sur la liste de mariage de vos amis. Alors, Henri parlait effectivement du showrooming. C'est au-delà de tous les chiffres qu'on peut voir, le nombre de personnes qui sont avec leur mobile en magasin, qui font une comparaison de prix. Quels que soient les chiffres, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette cible de ces showroomers est très intéressante pour nous, parce que ce sont vraiment des personnes prêtes à l'achat, et les chiffres le montrent. Il y a, après qu'une personne ait fait du showrooming dans un magasin, eh bien 30% achètent sur le site du magasin et 25% achètent chez un concurrent. Donc,
évidemment, tout l'objectif est qu'ils n'aillent pas acheter chez le site du concurrent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est déjà un prospect chaud, je dirais, qui est très proche de l'achat dans le parcours d'achat. Alors, c'est vrai que ce qui est flagrant quand on va dans des congrès américains comme ça, c'est vraiment de voir l'importance du mobile. Et juste une petite anecdote, il y avait l'une des présidentes de Home Shopping Service, donc un énorme groupe d'achats à l'origine par télévision, téléshopping, du téléshopping, mais maintenant c'est énorme comme groupe sur tous les canaux. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est que cette dirigeante expliquait qu'en fait, quand ils commencent à imaginer une promotion, une opération, eh bien, toute l'équipe marketing et toutes les personnes qui font du brainstorming commencent à imaginer cette opération sur le mobile, avant même sur les autres canaux. Parce que, en fait, à partir du moment où ils ont une bonne idée elle va bien sur le mobile, eh bien, ils pourront la décliner sur les autres canaux, bien entendu en utilisant toutes les autres opportunités de chaque canal. Et c'était intéressant aussi, dans les Échos, il y a eu la semaine dernière un article sur la stratégie digitale de Burberry's. Et la présidente, qui est anglaise, expliquait qu'en fait, elle demande au fameux photographe Olivier Toscani, quand il prend un cliché, elle lui demande que ce cliché soit compatible avec le mobile. Donc ça va quand même assez loin, parce que demander à un photographe aussi prestigieux que lui de penser à ce que son cliché aille bien sur un mobile, ça prouve vraiment l'importance que porte Burberry's au support mobile. Alors là, c'est juste également un chiffre. Outlook, c'est un peu le vente privé américain. L'une des intervenantes expliquait qu'en week-end, 50% de leur trafic provient d'un mobile. Et quand les Américains parlent de mobile, c'est à la fois le smartphone et la tablette. Donc c'est vraiment très, très puissant. Et effectivement, un autre chiffre, c'est que le trafic des sites, le trafic qui vient sur les sites de retail actuellement, eh bien, 51% maintenant vient d'un mobile ou d'une tablette, ce qui est vraiment colossal. Et ça, c'est vraiment en quelques mois qu'il y a eu la bascule à ce point-là. Mais par contre, la monétisation, c'est-à-dire que le taux de conversion sur les tablettes et mobiles sont encore assez faibles. 3%. Bon, ça, c'est un chiffre assez général. Il faudrait les détailler beaucoup plus, mais c'est important de voir que le trafic est très important via mobile, enfin smartphone et tablette, mais que c'est aussi, c'est là qu'on le voit, c'est beaucoup aussi de l'inspiration. C'est-à-dire que il y a eu un autre chiffre, donc une enquête. Pour 88% des interviewés de cette enquête, le mobile est une source d'inspiration et non pas seulement un canal d'achat. Et alors, en termes de mobile, toujours dans ce contexte de retail, les publicités sur mobile qui proposent la géolocalisation ont un taux de clic bien supérieur qu'une publicité mobile standard. Donc, c'est 3 fois supérieur quand sur la publicité, il y a cette notion de géolocalisation. Vous êtes à quelques miles. Là, par exemple, Reebok, le premier exemple, vous êtes uniquement à un quart de miles, enfin quelques mètres d'une boutique Reebok. Et la même chose pour Subway.
on voit qu'il y a vraiment un taux de clic évidemment beaucoup plus important, ce qui est assez logique, hein, mais et la géolocalisation sur le mobile a un taux 10 à 20 fois supérieur qu'une publicité sur ordinateur. Le mobile, vraiment, est rentré complètement dans les habitudes d'achat. Là, c'est l'exemple de CVS. Nous avions vu Walgreens au départ. CVS est un des concurrents, énorme aussi, très grosse firme de drugstore. Et il pousse à fond le mobile, notamment pour, puisque vous savez, aux États-Unis, ce type d'enseignes peuvent vendre des médicaments. Donc, lorsque votre ordonnance de médicaments arrive à sa fin et que vous voulez un nouveau stock de médicaments, il vous propose en fait de scanner le code barre de votre petite boîte de médicaments, de l'envoyer. Bien entendu, il faut s'être inscrit sur le service proposé par CVS. Et ensuite, vous l'envoyez pour faire une nouvelle recommande, pour recommander à nouveau. Et CVS vous envoie un texte, un SMS, en vous disant votre commande est disponible à telle adresse, le CVS à côté de chez vous, parce que vous l'avez demandé. Et puis, bien entendu, il en profite. Avez-vous une question? Tapez tel numéro ou appuyez sur Help pour être en liaison avec un conseiller. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que CVS, sans doute connaissez-vous, c'est un magasin quand même assez populaire. Ça s'adresse à tous les Américains. Et donc, ce n'est pas forcément des personnes vraiment qui utilisent le mobile 24 heures très couramment. Et pourtant, ils ont 9 millions, près de 10 millions de personnes qui se sont inscrites à ce service pour les recharges de médicaments. Et il y en a 37% donc ça représente, sur le mobile, parce qu'on peut évidemment faire la même chose sur le site web, mais il y a déjà 37% de leurs membres qui utilisent donc régulièrement le mobile pour cet usage. Alors juste pour finir sur le mobile et passer la parole à Joe Rice, je vous dire juste les fonctionnalités qui sont les plus appréciées sur le mobile, toujours dans un contexte de boutique, de retail. C'est évidemment, là on voit l'exemple de Calvin Klein, c'est trouver une boutique, également voir des vidéos avant même d'aller dans la boutique, la météo, mais aussi la localisation de la boutique, les plans. Et puis, le dernier point que je voulais vous signaler, c'est également les coupons sur mobile. C'est très intéressant de voir que les coupons sur mobile ont un taux de conversion multiplié par 10 par rapport aux canaux traditionnels. Et ça, c'est vraiment un chiffre tout à fait récent d'août. C'était une présentation faite par Yahoo. Donc, un taux de conversion beaucoup plus important. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir que les recherches sur le mobile sont suivies d'actions immédiates. C'est-à-dire que 70% des recherches sur mobile sont suivies d'actions dans l'heure, alors que ce n'est le cas qu'à 30% pour les recherches sur PC. Bon, tout ça, ça paraît assez évident, mais je pense que c'est intéressant quand même à prendre en compte. Et ce sont vraiment des chiffres tellement significatifs
on voit bien que le coupon sur mobile est quelque chose sûrement qui va prendre un essor de plus en plus important. Voilà. Alors, je voulais, ça c'est donc pour tout ce qui est plus axé retail, boutique et réseaux sociaux et sites web. Et je voudrais donner la parole à Joe Rice. Alors, Joe Rice appartient à la société Conversocial. J'ai assisté donc, c'était en Philadelphie exactement le 14 août, parce qu'il y avait 3000 personnes un 14 août aux États-Unis à ce congrès marketing. Et il y avait beaucoup de Français? Non, aucun. Non. Et c'est un cas très intéressant que Joe va expliquer. Actuellement, une des grandes tendances aux États-Unis, c'est de gérer le service client via les réseaux sociaux. Donc, Joe me disait, en fait, quand vous entrez dans une boutique physique, si vous êtes déçu, parce que vous êtes mal reçu ou qu'un vendeur vous déçoit ou qu'il n'y a pas vraiment l'assortiment ou qu'il n'y a pas le produit que vous souhaitiez, alors que la marque a pu faire de la publicité, vous en parlez, vous êtes déçu vous-même, vous sortez du magasin, vous en parlez peut-être à votre entourage proche, et puis ça s'arrête là. Maintenant, le problème avec Twitter et Facebook, c'est que le consommateur, comme vous le savez, peut en parler à tous ses amis. Donc, il y a vraiment une prise de conscience énorme que j'ai sentie, bien sûr, qui est aussi présente en France, mais que j'ai vraiment senti aux États-Unis, de surtout être très, très réactif. Notamment sur Twitter, sur Facebook, mais aussi maintenant sur Instagram, parce qu'Instagram devient un peu il y a aussi un fil, et ça devient un peu comme Twitter, mais plus basé sur l'image. Et d'ailleurs, ça peut être très destructif, d'ailleurs, pour une marque. Vraiment cette prise de conscience qu'il faut travailler le service client doit travailler avec des outils très élaborés de ce point de vue. Et donc Conversocial, qui est une société anglaise et avec des bureaux aux États-Unis, a des outils, à mon sens, est l'un des prestataires avec les outils les plus complets parce que travaillant en synergie avec tous les réseaux sociaux. Donc je vais laisser la parole à Joe qui va vous présenter le cas Tesco. Joe me disait également que Conversocial, en fait, en Angleterre, sur les 5 gros distributeurs, ils sont le prestataire de 4 de ces gros distributeurs, dont Tesco. Voilà, donc je laisse la parole à Joe qui va s'exprimer donc en anglais. Bien entendu, on pourra reprendre en français si vous le souhaitez après. Et également, toutes les questions seront ouvertes après. Et si vous souhaitez, à l'issue de la conférence que nous vous envoyons par le cercle du marketing direct, cette présentation, eh bien, je vous invite à nous donner vos cartes de visite à la fin. Joe, this is your turn. Merci. I'm sure that was a great introduction for me. Thank you, Lawrence. I appreciate that. It's often best not hearing what people are saying about me. So, bonjour. I am Joe Rice from Conversocial, a London-based company that has focused on the other side of the social media coin. So the talk around social is usually around marketing, advertising, engagement. We looked at it from the customer service side. So we are 4 years old. We have 162 customers now around the world. Hopefully that Lawrence gave us a brief overview of what we do. But in a nutshell, we enable brands to prioritize, analyze, and respond
to customer service inquiries and questions, and complaints sometimes, over social channels. And that's the kind of engagement that we talk about. Just to be clear, we're not a social listening tool from the perspective of sucking in everything out there and understanding sentiment. We exist to respond and to engage with people in that way. So without further ado, one of our most advanced customers, I guess, Tesco, has been an innovator, I guess, in the UK and the world from a social customer service perspective. So if you don't know them, third largest retailer in the world, I think just behind Walmart and Carrefour. 14 countries, but UK is the mothership, and they have about a 30% market share there. They began the social journey almost 3 years ago. And interestingly, at that time, they had a college intern, a full-time employee, and a dog running around responding to tweets and Facebook posts. At that time, they had anywhere from 50 to 100 a day max in terms of inbound tweets, Facebook posts. Today, some 3 years later, they have about 11,000 tweets a day. That's 350,000 a month. And when they had the famous or infamous horse meat scandal, where they found horse meat in burgers, those numbers were off the charts. So these are high volumes. And again, Tesco has done some very innovative things there, which I'll walk you through. So first of all, they take this social customer service thing very seriously, to the point where they defined 4 pillars. And that's actually hard to read. Apologies. I won't read those through. But the first one is accurate and speedy response. The second point is actually quite interesting: action through insight. So they realized that they had no way to prioritize incoming messages and no way to tag those to understand what do these messages mean. How would we bucket these tweets and Facebook posts, and what does that tell us about our business? Where could we do better? Where could we exceed customer expectations? It's that data that allows them to look back on the previous day, the previous week, and do that sort of analysis and have that sort of insight. Advocacy through public engagement. Well, this is Twitter specifically is really interesting in that, and it's one of the few ways where people can see a brand's personality and tone. And I think Tesco's done a fantastic job of showing their human side, should I say. Some fun, admitting when they make mistakes. And it's that kind of engagement that I think wins people over. And so it's customer service that's not just a cost center, but actually is revenue retention and actually helping bring in new revenue, because people say, I like Tesco. They're a fun group. They respond. They put their hand up when they make a mistake. And that's what I talk about when I say personality and tone. And then, of course, the contemporary image. Well, the fact of the matter is that they're getting people tweeting at them now, so they have to respond. But interestingly, we ran some studies based on our data and our discussions we've had, and only about 80% of brands are actively responding on social media channels to customers, regardless of channel. And I was saying to Lawrence over lunch, could you imagine if someone walked into your store and you ignored them, or the phone rang and you didn't pick it up? That is happening time and again via social channels, where especially a younger generation want to be heard in that way. And that is the supply and demand. That is where the demand is coming, and brands need to think about how they supply or respond to that. Give supply of talent, I guess, to respond to that demand coming through from their customers. Am I okay on time, Lawrence? Excellent, okay. So the results, well, they have a lot of resources. That always helps when you can throw resources at things, but they're also very smart about how they spend that time, what they focus on. So they're now to a point where 91% of Facebook messages and 95% of tweets are responded to within the hour, which is quite impressive. And you can see the growth there, 216% and 350%. And again, that's being ready and actively being able to respond
sends more people to those channels and potentially away from phone and email and live chat, other channels within the multi-channel customer service center. And yes, and they've received a bunch of awards on innovation when it comes to dealing with customer service queries. And one interesting point, where are we at here? One interesting point, I mentioned they have 11,000 tweets coming in. They've done something quite innovative using our tool, which we call proactive search. So they're actually, those 11,000 messages aren't focused or sent to the @Tesco Twitter handle. A good 3/4 are, but the rest are when we've gone out, we were plugged into the Twitter fire hose. And as all these, you can kind of visualize thousands, millions of tweets going by. We're searching for things, keywords that Tesco knows people are using. So grocery, experience, customer service, bad, you name it. And we're pulling those out and then allowing the agents to respond. So they may not have directed @Tesco, what a lousy bathroom you have. I've told you this 3 times. They may have said another bad experience at the local grocer. Or they may have said Tesco, but not @Tesco. So the ability to reach out, I think, is quite innovative. And we also see our customers who respond at competitors, tweets that competitors have never answered. They'll say things like, KLM didn't respond, why don't you try BA? Actually, those two, that's not the, KLM and BA are not our customers, I should say, but it's that sort of idea that you can pull away. You can use it more as a sales tool as opposed to just customer service. And in terms of the results, again, I think it comes back to this ability for people to see the brand as more than a brand, but a person. So when Tesco tweets, responds, you always see a name, so you know who you're dealing with. It's a real person. And these chats can go back and forth, but the pickup here has just been incredible by enabling this. It was already happening, but Tesco sat back and said, okay, we can avoid this, or we'll find a way to enable it. And we'll get good at it. We'll train ourselves and have a tool that allows us to prioritize and respond, and that's what they've done. So in closing, I was thinking about key takeaways. It's very tough in 6 minutes, but some of the things we generally talk to our customers about is first thinking about opportunities that exist in customer service on social. Is it more Facebook? Is it more Twitter? Maybe it's Instagram if it's a retailer, Pinterest if it's a retailer. Thinking about some individuals you think could be trained and would do a good job in responding to these queries. It doesn't have to be thousands. It could be 10, 20, 30 a day. Having a tool helps. That's a pitch for Conversocial, by the way. Guidelines for communication. So again, it's shocking how many CEOs don't realize that there are 22-year-old intern students responding in the public realm on behalf of the brand. There is a PR disaster lurking every time that happens. So brands do need to think about the training they give, whom they allow access to Facebook and Twitter. And then I think final point is be brave, have fun, give it a shot. Keep the first 4 in mind, of course, but see the reaction you get and the snowball effect that may occur in the process. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Peut-être avant de poser 2-3 questions dans la salle, je voudrais poser une question à Laurence et Joe à propos de géolocalisation. Donc là, on voit que la géolocalisation est extrêmement importante, d'une manière générale, et sur le mobile en particulier. Et donc, en ce moment, en France, vous avez MAPI, qui évidemment traite de la géolocalisation, mais qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que la géolocalisation se fait à l'intérieur du magasin, rayon par rayon, avec photo des rayons. Ça, c'est, disons, une nouveauté qui risque de révolutionner encore plus le commerce. Voilà. Alors, une question, Laurence, quand même. On voit des choses extrêmement intéressantes. Pourquoi, en France, on tarde tant à les mettre en place?
Ce n'était pas prévu, cette non, question. non, mais surtout, il y a quand même des choses très intéressantes qui sont faites en France, donc c'est pour ne pas se mettre à dos tous les marketeurs français. Mais non, enfin, moi, ce que je considère là actuellement, en allant régulièrement, 3-4 fois aux États-Unis, c'est qu'il y a une espèce d'engouement du magasin. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on croyait que le e-commerce allait tuer, entre guillemets, les magasins. Et en fait, il y a vraiment il y a un monde fou dans les magasins. Et pour répondre plus concrètement à ta question, je crois qu'il y a un plaisir d'acheter, de consommer. Et du coup, les Américains sont très réceptifs à tout ce qui est opération promotionnelle, entertainment, nouveauté. Et également, le mobile, il y a un usage énorme. Et là, c'est tout à fait, maintenant tout à fait acquis en France, mais les apps, toutes les applications, c'est phénoménal. Comme les marques américaines multiplient les applications, les services. Donc il y a un usage très fort du mobile. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Vous, la micro? Oui. Et je n'ai pas entendu depuis ce matin, est-ce que voilà, dans les best practices, des mesures, des chiffres sur comment on segmente et puis comment on s'y adapte aussi. Ça va. Oui. C'est fini, merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison parce que c'est essentiel de segmenter. La segmentation, moi je la vois aux États-Unis, je la vois beaucoup sur l'email. C'est-à-dire que il y a vraiment il y a des conférences entières, des journées de conférences sur le sujet de l'email, sur la segmentation des fichiers et toute la possibilité, que ce soit effectivement sur un email ou sur un site web, de segmenter et de proposer sur un site web, par exemple, une page différente pour la personne parce qu'elle a telle donnée, elle est inscrite à la newsletter où elle est client et qu'on connaît telle et telle donnée de sa part. Je dirais que, en fait, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Je pense que la segmentation, à l'heure actuelle, c'est plus sur ce qu'on va pouvoir propulser comme contenu différent, que ce soit sur l'email ou sur le site web ou le mobile, bien entendu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Henri. La segmentation, c'est le nerf de la guerre, hein, de toute façon. Oui. Et aujourd'hui, utiliser l'Internet, ça conduit à avoir des offres individualisées totales. Et on peut le faire, sans trop de difficultés. Mais pas forcément en termes de segmentation, en termes de comportement vis-à-vis de la marque, de comportement précédent vis-à-vis de la marque. Les segmentations sont plus par l'âge ou par le sexe, c'est pas la manière dont le client est venu à la marque et son parcours client dans la marque. Ça répond à votre question, monsieur? Bon, bah oui, alors. Question de l'autre côté. Je pourrais meubler, parler pendant que j'amène le micro, mais non. Est-ce que vous pouvez relever la main? Je ne vous ai pas
Non, non, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Pas trop loin. Non, non, il y avait une dame qui a levé la main. Ah bon. Bonjour. Bonjour. This is a question for our friend from England. Thank you for your presentation. I just wanted to know if you could give us some more information about the organization that Tesco's has been set up to run all these messages and all this interaction with their audience. Is it partly with some of their best agents and partly with with outside forces, like your company, for example? And how many people? Can we have a few figures? Sure. So yeah, they have 40 agents working 3 shifts. It is all Tesco employees, so there's no agency community moderation management going on, which is becoming big in the UK in terms of brands who effectively outsource that to an agency. So no, Tesco has brought that in-house. The call center, the social center is based in Cardiff in Wales, and it's a team that actually takes great pride in what they do. They see themselves as, you know, if you're interested, they see themselves in many ways as different than the other call center team, with the phone and email gang, as they sometimes say. And certainly the training they have received is different because of the public nature of their responses. Someone calls the phone, I pick it up, it's just between me and that individual. If I'm tweeting back, Tesco, where was it? I think Tesco had 20,000 followers, you know, could see that, or more if they came to the page. So yeah, they've been well trained and you know, take great pride in what they do. Does that help? A bit? Yeah. Une dernière question peut-être, avant de conclure? Eh bien oui. The last one. Is it 24 hours per day? Yeah, c'est ce que j'avais compris. Donc, ce sont des équipes Bonjour. qui sont mobilisées 24/24, 7/7, j'imagine. On entend beaucoup parler dernièrement des beacons et autres objets connectés in-store. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau qui permette de localiser ou d'interagir avec des clients dans les magasins? Est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à des technologies équivalentes? Excusez-moi, je n'ai pas compris On parle de iBeacons et autres technos pour repérer et interagir avec les clients dans les magasins. Est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à ça? Des technologies alternatives? Je ne suis pas une très bonne techno, donc Okay, tant non, pis. non. Mais par contre, ce qui est sûr, et Henri en parlait, c'est que de plus en plus, avec, par exemple, des enseignes de cosmétiques proposent, quand on est cliente, quand on est inscrit dans le programme CRM, ils vous interpellent sur votre mobile et pour vous proposer un conseil. Mais en termes de technologie, je ne pourrais pas vous répondre. En fait, on est à la limite de l'intrusion dans la vie privée, là. Donc, c'est un peu touchy comme sujet. C'est la reconnaissance faciale, par exemple, dans un magasin, où on peut vous dire et recevoir sur votre smartphone « Bonjour, monsieur Dupont, comment allez-vous aujourd'hui? Vous qui avez acheté tel produit hier. » Bon, c'est limite. Ouais, je pense que la CNIL va froncer les sourcils. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous laisser conclure avant de... Moi, ma conclusion, ce serait il faudrait que demain, tout ce qui a été présenté là soit appliqué par les commerçants français. Hein, on serait très content. Merci beaucoup. Merci à vous.